Bon, je pense que j'aurais du mal à rester debout parce que comme je veux pouvoir atteindre mon pavé, je vais peut-être m'asseoir si ça ne vous dérange pas. Donc, tout d'abord, je dois dire que c'est un très grand plaisir que de répondre à Jacques Cosnier, qui est un grand honneur, un grand plaisir, puisqu'il fait beaucoup au sein du laboratoire et particulièrement au sein des séminaires de doctorants qui s'y situent et qui ont lieu. Et donc l'essentiel de ma présentation sera centré sur le travail de reprise d'un des ouvrages de Jacques et Catherine. Et je passerai donc brièvement ensuite sur quelques exemples de travail que nous avons fait sur la visioconférence, avant de terminer sur les perspectives qui s'annoncent dans les recherches qui sont menées au sein du laboratoire ICAR. Alors vous voyez le rose et le noir, associés dans le roman de l'équipe lyonnaise. Alors je commencerai par le noir, le livre d'écrire la conversation, coordonné en 1987 par Jacques et Catherine, et qui est venu s'inscrire dans un mouvement déjà largement entamé, le mouvement interactionnisme en sciences humaines. Et en fait, moi, en 1991, j'ai cherché à voir ce que la visioconférence faisait à la conversation. C'est un peu ça le projet global. Je vais commencer par rappeler rapidement le contexte scientifique de production à Lyon, mais rapidement puisque Jacques l'a déjà abordé, mais surtout pour expliciter les reprises dans les grandes lignes du livre d'écrire la conversation, les reprises que j'en ai faites dans d'écrire la conversation en ligne. Alors, le contexte lyonnais, voilà les personnes dont il a été question précédemment, mais j'insiste surtout sur les contacts fréquents avec les chercheurs américains, puisque cet intérêt pour les recherches américaines s'est illustré dans le fait que d'écrire la conversation s'est inspiré de l'étude Princeps qui est célèbre chez les chercheurs interactionnistes. C'est de l'étude de l'entretien effectué entre une femme, Doris, et Bateson, dans une salle d'attente d'un centre de soins psychiatriques. Et c'est intitulé The Natural History of an Interview, donc quelque chose qui est resté à l'état de microfilm, mais qui a quand même eu une grande influence, et dont Bateson, cité par Winquin, en dit ceci. Nous partons d'un entretien particulier entre deux personnes, dont l'identité est connue, la femme Doris, en présence d'un enfant, d'une caméra et d'un caméraman. Je rappelle là l'importance des outils, effectivement, pour prendre le recueil des données. Nos données de base sont les innombrables détails d'activités vocales et corporelles enregistrés par ce film. Le traitement que nous avons fait subir à ces données, nous l'avons intitulé une histoire naturelle pour qu'un minimum de théorie parce qu'un minimum de théorie en a orienté le recueil. Ça, c'est un rappel qui a été fait par... Donc, en fait, voilà, ça reprend un peu l'idée qui a été faite dans le décrire la conversation, qui est partie de la consigne, à partir des trois étudiants capturés dans les couloirs de Lyon 2. Consigne avait été donnée, une enquête sociologique, nous faisons une enquête sociologique sur les vêtements et les jeunes. Pendant 10 minutes, vous allez vous entretenir librement sur le vêtement. Il y a eu 3 conversations qui ont été obtenues, enregistrées, filmées dans la salle d'université, transcrites et analysées sous différents angles. Volume de parole, gestes et mimiques, régulateurs verbaux et non verbaux, tours de parole, structuration des échanges, gestion des thèmes, négociation des signes et des opinions, et enfin, construction de la relation interpersonnelle. Voilà, c'est ce qu'en dit Catherine dans sa conclusion du livre suivant. Voici les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. Robert Bouchard, Fontanet, Madame de Golemin, Sylviane Rémy, Rito Hutiné. Ce sont des chercheurs lyonnais. Et en fait, moi, mon intérêt pour cet ouvrage, il est venu du fait qu'il intégrait des recherches internationales. Hier soir, j'ai regardé, il y a juste plus de la moitié des auteurs cités qui sont étrangers, surtout anglo-saxons, il faut bien le dire. Mais sans s'y inféoder, c'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai souligné, c'était des chercheurs de l'équipe lyonnaise dont les travaux étaient mis en valeur. Et moi, à l'époque, j'étais à Paris 3, au Cdiscor, et j'étais spécialisée dans l'analyse de discours, et c'est par la voie de ce livre-là que j'ai pris connaissance de ce courant, et dont le pôle de Lyon m'est apparu justement comme quelque chose d'incontournable dans l'étude des interactions à partir de là.
Donc, j'ai voulu poursuivre dans la même voie, ou sur la même voie, pour donc m'engager sur le projet de décrire la conversation. Alors, je vous donne quelques-uns des partis pris épistémologiques et éditoriaux qui ont guidé mon entreprise. D'abord, j'ai voulu qu'elle s'inscrive dans une continuité historico-scientifique par le fait que je choisissais aussi, moi, d'avoir recours à un corpus de conversations semi-naturelles qui était beaucoup plus accessible que des conversations naturelles complètes, enfin, surtout en s'agissant de la visioconférence avec des problèmes juridiques absolument insurmontables si on veut que ce soit complètement naturel. Par la sollicitation des coordonnateurs de décrire la conversation, donc en particulier Jacques Cosnier et Catherine Cabral, donc qui ont aussi fait partie de l'équipe qui a réfléchi à la construction de ce livre. J'avais deux objectifs. Poser les bases historiquement situées d'une approche de ces corpus multimodaux, c'est-à-dire que j'avais envie de faire voir, à cette époque, c'était MSN, qui a disparu depuis, donc c'était déjà, on est déjà propulsé dans le passé, mais quelles étaient les bases à partir desquelles on pouvait décrire les conversations par écran, comme on utilisait dans la vie privée surtout. Et puis aussi faire connaître les travaux français à l'étranger. Alors pour cela, j'ai cherché à coordonner cet ouvrage avec deux collègues hors de France, l'un aux États-Unis, l'autre en Angleterre. J'ai inclus des chapitres en anglais. Enfin, je dis je, mais c'est nous, enfin, c'est une collaboration entre les différents collègues, bien sûr. Et aussi, donc, j'ai voté pour que la bibliographie soit unique, c'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe souvent dans les ouvrages, les bibliographies sont accolées à chaque article, ce qui permet de les dépecer individuellement, et justement de ne pas arriver à cette mixité des références que je voulais constitutive du départ de ces conversations en ligne. Donc tout réuni et faire en sorte que le corpus CLAPI recueille l'essentiel des entretiens de façon à ce qu'il soit consultable de partout, puisque en fait, voilà, c'est en ligne et accessible à tous les chercheurs. Alors ensuite, donc, quelques petits problèmes techniques et juridiques ont régi, disons, les choix qui se sont portés plutôt sur MSN que Skype, qui était interdit à l'ENS au moment où j'ai fait les enregistrements. Il y a eu deux phases d'enregistrement, une première phase en 2007, puis une deuxième a repris une conversation de deux locuteurs pour avoir des plans extérieurs. Je vais vous montrer cela. Et de la même façon que dans la première, pour le premier ouvrage, les chercheurs, enfin les étudiants qui ont accepté de participer ont été rémunérés pour pouvoir et ont donné leur accord écrit pour que l'on puisse utiliser leurs images à des fins de recherche. Les consignes qui ont été données sont les suivantes. Donc, en avril 2007, discutez entre vous environ 10 minutes sur le thème des relations homme-femme, femme-femme ou homme-homme. Et donc, on leur avait précisé qu'ils pouvaient utiliser aussi le chat écrit. En 2008, un deuxième thème avait été choisi par les locuteurs sur la nourriture. Alors, je vais présenter rapidement 4 concepts spécifiques pour l'étude de ces interactions que j'illustrerai un peu après. L'affordance communicative, ce sont les multiples possibilités d'action que l'artefact, quel qu'il soit, s'avère capable d'ouvrir à l'utilisateur, y compris des utilisations non prévues a priori. La densité multimodale qui permet de différencier des conversations faiblement multimodales à d'autres fortement multimodales comme celles que l'on va regarder. La polyfocalisation de l'attention qui amène, lorsqu'on a plusieurs sollicitations visuelles, à détourner ses yeux et son esprit d'un endroit de l'écran à un autre. Et enfin, la présence à distance, qui a été développée en 1999 par Jean-Louis Weisberg, qui appartient à une des équipes qui a été parmi les plus dynamiques au départ des études sur le multimédia à la fin des années 90, c'est l'équipe de Jean-Pierre Balp à Paris 8. Et donc je reviendrai un peu plus tard sur ces deux derniers concepts que j'illustrerai à partir de l'exemple qui suivra après. Auparavant, je voudrais vous faire voir un peu pour déconstruire la complexité de ces communications en ligne à partir d'un modèle qui a été repris
dans l'introduction de décrire la conversation en ligne, qui représente la médiation dans les échanges en ligne. Alors, on part du corps, encore une fois, le corps avec ses mimiques, ses gestes, etc. Et on y adjoint un deuxième cercle qui est le cercle des interactions linguistiques avec, donc, à l'extérieur, alors je vous le fais voir avec la souris, donc, ici, à l'extérieur, vous avez les manifestations corporelles qui sont non pertinentes pour la description de la conversation. Par exemple, l'étiologie ou la physiologie du corps, enfin des choses qui n'interviennent pas directement dans la conversation. Ensuite, dans la partie extérieure du cercle B, vous avez les règles conversationnelles qui sont culturellement, disons, spécifiques et qui, donc, mettent en évidence cette partie-là qui représente donc les conversations présentielles. À celle-ci viendra s'adjoindre donc un dernier cercle qui est le cercle constitué des environnements matériels et technologiques et qui, dans la partie extérieure, renvoie à des aspects de l'environnement non pertinents dans la conversation. Quelqu'un qui pourrait être dans le placard, sous la forme, des choses qui n'interviennent pas directement, mais qui, ici, vous avez cette partie-là qui correspond à la partie des affordances conversationnelles de l'outil. Donc à la fois en tuilage entre le corps, les interactions linguistiques et l'environnement technique donc, qui va servir à la communication. La partie extérieure ici renvoie à des interactions non pertinentes pour la description des conversations, par exemple des calculs algorithmiques informatiques qui sont déclenchés par l'humain mais invisibles en tant que tel. Et enfin, donc, l'espace D, c'est l'espace de la conversation en ligne. Et donc, c'est celle-ci qui m'intéresse particulièrement et que l'on a cherché à étudier dans l'ouvrage que je vous présente actuellement. Donc, cet ouvrage, il a été constitué de 8 conversations, des dialogues, qui ont varié entre 8 et 28 minutes et qui se sont effectués avec la participation de 5 locuteurs, des doctorants, une étudiante de Master 2 et un lecteur d'anglais à Lyon 2. Alors je vous montre, on a récupéré 3 types de données. Le premier type, ce sont les captures d'écran dynamiques. Alors je vous montre juste une image, je ne vais pas vous faire voir la vidéo, mais donc sur cette capture d'écran dynamique, vous voyez donc le locuteur en bas, son interlocuteur en haut, et puis du texte machinique, des choses qui sont écrites par la machine, et du texte écrit, du chat écrit par les participants, donc sous forme textuelle et sous forme iconique avec les émoticônes. À ce premier type de données est venu s'adjoindre des vues externes des locuteurs de façon à montrer leur gestualité justement en cours d'interaction. Et ensuite, le troisième type de données, ce sont les entretiens qui ont eu lieu. Et à partir de ces données, les différents chercheurs ont été sollicités dans l'équipe et un peu à l'extérieur, comme vous allez le voir, en étant libres de choisir le ou les sous-corpus qui leur convenaient le mieux par rapport à ces 8 conversations. Et donc, ils ont été invités également à choisir l'angle ou les perspectives qui les intéressaient le plus pour aborder ce nouvel objet discursif. Alors, je vous laisse regarder donc les différents auteurs et les différents chapitres donc, de cet ouvrage. Je ne peux pas m'empêcher donc de dire que dans le premier chapitre que j'ai fait avec Jacques Cosnier, justement, on a mis en évidence le fait que par la conversation en ligne, on bouge plus que dans la conversation en présentiel. Et en revanche, on parle plus lentement. Ça, c'était les premières recherches qui ont montré ça. Peut-être que ça évoluera avec le temps. D'autres recherches, donc, ont cherché à montrer donc, les clôtures ou les entrées particulières à l'analyse conversationnelle ou donc les espaces de la conversation, les chevauchements particuliers donc, dans ce type de conversation, l'éthos en particulier pour Hugues. En fait, c'est une œuvre collective ICAR, puisque à part les collègues étrangers qui ont collaboré, tous les auteurs francophones appartiennent à l'équipe, y compris Marc Ocha d'ailleurs qui avait fait sa thèse au grec. Et donc,
La deuxième chose que je veux signaler, c'est que ces premières recherches ont toutes été effectuées à partir de méthodologies issues du présentiel. C'est-à-dire que personne, dans les vieux chercheurs qui ont été convoqués, dont je fais partie, personne n'a utilisé les logiciels qui ont été utilisés par la suite par mes doctorants, par exemple. Donc on a tous travaillé dans le cadre du plus jamais ça, comme disait Christiane, mais c'est-à-dire donc avec des transcriptions à la main, etc. Et ça, c'est effectivement historiquement situé, parce que maintenant, toutes les recherches qui ont lieu maintenant documentent par la technologie de façon plus ou moins importante, mais donc c'est la règle, disons. Alors les recherches se sont poursuivies dans le contexte des interactions pédagogiques que j'ai fait avec donc Nicolas Guichon dans le cours que nous avions à Lyon 2. Dans ce cours-là, on met en relation des futurs enseignants. Donc là maintenant, les recherches qui ont été faites depuis sont dans le domaine pédagogique. Donc on met en relation, dans le cadre d'un cours de master 2 à Lyon 2, des futurs enseignants de FLE avec un apprenant de français à Berkeley, dans le cadre du projet Le français en première ligne. Alors on a mené quelques enquêtes, des recherches sur les interactions multimodales en se centrant sur l'image du locuteur. Donc on s'intéressait à la webcam. Alors je vous montre très rapidement le contexte. Donc voilà, les interactions ont lieu le mardi soir à Lyon et le mardi matin à Berkeley. Décalage horaire. Voici le poste de travail du tuteur. L'étudiant de Lyon, on l'appellera le tuteur, pour faciliter la compréhension. Donc vous voyez, elle a à la fois des documents, des supports papier pour suivre l'activité qu'elle a à faire et puis prendre des notes pour noter des choses. Et puis elle a en face d'elle, donc sur l'écran, donc c'était Skype qui était utilisé dans ce cas-là, l'image de son interlocuteur et puis le chat à côté. Alors dans une étude que l'on a faite avec Caroline Vincent et Nicolas Guichon, on s'est intéressé à la présence à distance et à la focalisation de l'attention à partir de l'étude de l'utilisation de la webcam. On se situe du côté des Américains et on regarde ce qu'ils voient à l'écran. Donc on voit qu'il y a 5 niveaux différents d'utilisation de la webcam par les tuteurs de Lyon. Alors, le premier niveau, c'est un niveau où il n'y a rien du tout parce que l'étudiant à Berkeley, il a quelque chose sur son écran qui bouche la fenêtre du tuteur, donc on ne voit rien, on voit donc le niveau 0, c'est le tuteur disparaît derrière une page web ou un fichier ouvert. Le deuxième niveau, c'est donc l'apprenant, l'américain à Berkeley, il a en face de lui un tuteur qui ne regarde pas l'image. Pourquoi il ne regarde pas l'écran? Parce qu'il est en train d'écrire, de prendre des notes. Enfin, donc ça, c'est la polyfocalisation de l'attention qui l'amène finalement à détourner son visage de l'écran. Le niveau 2 montre un tuteur qui regarde l'écran, mais pas l'image de ses interlocuteurs. Il regarde peut-être une autre partie de l'écran. Et donc, la troisième partie montre, le troisième niveau montre un tuteur qui regarde l'image et qui s'intéresse et qui mimique, qui fait des expressions d'empathie par rapport aux interactions donc avec ses apprenants. Et alors le dernier niveau, c'est ce que nous avons appelé le regard webcam. C'est le tuteur qui ne regarde pas les étudiants, mais qui regarde la webcam pour donner l'illusion à ses étudiants qu'il les regarde dans les yeux. Alors c'est quand même un phénomène extraordinaire parce qu'en faisant cela, il est intéressant de noter qu'il ne les voit pas, puisqu'il regarde l'œil de la caméra. Donc il ne regarde pas l'image du tuteur, des étudiants, puisque vous voyez, le regard est porté vers le bas quand il regarde ici, et plus vers la webcam. Et ça, c'est une stratégie communicative donc liée au désir de susciter de la présence à distance, c'est-à-dire donc s'empêcher de regarder ses interlocuteurs pour justement donner plus de présence à distance. Alors ça, c'est donc dans l'étude des comportements de 5 tuteurs, on a pu voir que en fait, ils regardaient les tuteurs 2 et 3 par exemple. Dans plus de 80% du temps, ils ne regardent pas leurs interlocuteurs, plus de 80% du temps.
En revanche, les tuteurs 4 et 5 regardent les étudiants, donc 93% du temps, enfin la majorité du temps. Donc on voit des stratégies très très différentes sur le plan de l'utilisation de la webcam. Alors c'est en 2008 qu'un tuteur a pour la première fois utilisé cette stratégie de communication qui a été ensuite tout à fait systématiquement utilisée par les promotions qui ont suivi. Alors je passe maintenant au dernier temps de cette présentation sur le passage entre le face-à-face, la conversation en ligne et les interactions par écran. Ce face-à-face nous semblait intéressant à conserver comme point de repère dans l'étude de la visioconférence en tant qu'élément pertinent pour rendre compte de la présence à distance. Donc comme je viens de le montrer. Mais maintenant on a des utilisations de Skype par exemple, où il s'agit davantage de faire partager l'ambiance de vie de la personne à laquelle on s'adresse que de le regarder. Par exemple, si vous mettez votre Skype ouvert dans la cuisine et que vous vous préparez à manger en même temps et de temps en temps vous passez devant la webcam pour faire voir coucou, mais vous procurez une immersion dans la vie de votre interlocuteur, et ça aussi c'est intéressant à étudier et c'est une autre façon. Donc en fait le fait de regarder son interlocuteur, c'est pas uniquement ça qui fait de la présence à distance. Donc en fait à mon avis maintenant il faut aller au-delà et il faut s'intéresser à tout ce qui suscite de la présence à distance via les écrans. C'est pour cela que donc je pense qu'il est nécessaire d'étudier ces interactions non seulement dans les différents domaines des sciences du langage, mais aussi à partir de différentes disciplines. Je pense qu'il y a d'innombrables situations à étudier, aussi bien dans des situations institutionnelles de conférences à distance ou familiales, sur des mini-écrans. C'est dans ce sens-là que je viens donc, sous l'impulsion des jeunes docteurs du laboratoire, de proposer qu'ait lieu l'année prochaine un colloque qui s'appellera « Interaction multimodale par écran », qui aura lieu donc du 2 au 4 juillet 2014 et qui cherche à justement s'intéresser à la description par différentes disciplines de ces interactions. Le colloque IMPEC donc sollicite des travaux qui pourront porter sur les interactions plurilocuteurs, les interactions machines, l'utilisation de différents régimes sémiotiques, gestes, écrits, oral, émoticônes induites par des outils complexes, l'identité numérique, sa co-construction, ses aspects ludiques, son décalage par rapport au réel, par le biais des avatars, etc. Les spécificités des interactions en fonction de l'outil, par exemple le choix de la ratification du destinataire sur Facebook ou dans les courriels, la construction et l'entretien de cadres de participation, les renouvellements linguistiques, lexicaux, syntaxiques, morphosyntaxiques, les difficultés d'appropriation et d'adaptation à un outil, et les complications interactionnelles qui peuvent en découler, et les régulations des interactions en ligne, modération, étiquette, résolution de conflits, politesse. Voilà, donc ces travaux pourront concerner les écrans utilisés dans des situations telles que les jeux vidéo, la télévision, le cinéma, l'utilisation d'outils mobiles comme le GPS, le téléphone, le smartphone, la tablette, l'ordinateur et toute situation écranique. Et outre les sciences du langage, la sociologie, la psychologie, la philosophie, l'infocom, la géographie, l'informatique, les sciences politiques sont concernées à des niveaux différents par ces nouvelles recherches. Je termine juste donc en faisant voir les membres du comité d'organisation de ce colloque. Vous voyez que majoritairement ils sont très jeunes, soit jeunes docteurs, soit jeunes maîtres de conférences, soit doctorants. Et donc la relève est prise par la jeune génération, comme on peut le constater donc par ce tableau. C'est donc de construire une culture commune concernant l'étude des interactions multimodales par écran c'est l'enjeu de cette entreprise. Donc, et donc en fait, on revient à l'enjeu que s'étaient fixé les auteurs de Décrire la conversation en 87, parce qu'ils soulignaient en conclusion de l'ouvrage, donc là, je cite, c'est Sylviane Rémy, Jacques Cosnier et Catherine, qui disaient que la pluralité n'est pas un donné, mais un construit. Et ils revenaient sur les difficultés qu'ils avaient vécues dans l'instauration d'une pluridisciplinarité fonctionnelle, ils l'appelaient. Et là, voilà, alors nous voilà prévenus. L'histoire d'Icare continue. Je vous remercie.
une autre question? Sinon, le café nous attend et on a fait un peu de retard, mais on va quand même se donner un peu de temps aussi pour des choses importantes. Vous avez, en définissant les conditions de l'étude, parlé des manifestations corporelles non pertinentes et cité à titre d'exemple physiologie ou éthologie du locuteur. J'aimerais savoir ça. L'étiologie. Oui, alors ce qu'il a mangé, ce qu'il est, dans quel état physique. Mais bon, c'est vrai que toutes ces... oui, je vous vois venir. En fait, effectivement, la frontière est très difficile à arrêter entre ce qui est, effectivement, si je suis énervé comme ce matin, Jacques Cosnier, parce que mon ordinateur m'a lâché, je vais insulter la personne qui va suivre. Et donc, du coup, mon interaction en aura des conséquences. Mais je pense que, malgré tout, on peut... par exemple, je pense que si on fait mon analyse sanguine, par exemple, bon, on aura des renseignements qui font partie de mon corps, mais qui n'influent pas directement. Voilà, c'est plutôt ce genre de considération concernant le corps que j'avais voulu spécifier dans cet aspect de... Hop. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Joseph? J'ai une question de pure curiosité qui me reste en tête après lecture. C'est les phénomènes d'intonation. Est-ce qu'il y a des intonations changent ou est-ce que ça se passe de la même façon? À part, il y a le fait que ça se ralentit. Est-ce que ça change vraiment l'intonation? Normalement, le ralentissement influe fortement sur l'intonation dans les études traditionnelles. Oui, c'est vrai, ça aurait été intéressant. Alors, Michel Grosjean, c'est la seule que je connaissais qui travaillait sur les intonations et sur la voix, n'a pas participé à cette étude. Et c'est vrai qu'on manque, en tout cas, de chercheurs qui travaillent sur la voix. Ça, c'est quand même quelque chose dont on peut faire état. Et je pense, et dans le groupe, personne... Enfin, si Hugues avait un peu... Peut-être Hugues, il aurait des... Oui, non. Voilà, oui. On n'a pas travaillé spécifiquement cet aspect-là, je dirais. Hein, mais c'est vrai que ça manque, en tout cas. Hein. Il faudrait, mais j'ai pas la réponse à cela. En tout cas, dans le souvenir, je peux pas dire. Je sais pas si d'autres collègues qui ont travaillé là-dessus ont des. Ça date déjà un peu cette étude-là. On l'a fait il y a 5-6 ans, et il y a tellement de choses qui se sont passées d'ici là que. Mais en fait, je pense que. C'est modifié maintenant, on ferait un recueil de données maintenant, on n'aurait plus les mêmes chevauchements, en particulier pour Véronique, parce que ça s'est fluidifié et ça serait plus proche de la conversation présentielle, je dirais, a priori. Hein, ce qu'on aurait comme rendu de la voix, quoi, à contrôler. Bon, continuons sur le registre de prendre le temps pour les choses importantes. On va prendre quelques moments pour remercier nos 3 speakers de ce matin.